J'avais grandi. J'étais fatiguée du pain dur et des verrous. Je fis réflexion que, pour regagner ma liberté, je n'avais qu'à ravaler mon orgueil. Que me demandait-on? De communier? Va pour la communion. Jusque-là, j'avais subi mon destin. Je me mis en posture de l'infléchir. Charmée de mon brusque repentir, Madame de Neuillan crut qu'il serait d'excellente politique de produire sa convertie dans le monde. Elle me tira du couvent pour me lâcher dans les salons. C'était trop tôt. Je parus gauche, campagnarde et stupide. On proposa à la baronne de mener cette sauvageonne à monsieur Scarron, qui voulait faire le voyage des îles. Peut-être pourrais-je au moins l'éclairer sur ce pays-là. Scarron était alors l'auteur le plus célèbre de Paris. Il inondait la ville de ses épîtres, de ses odes, de ses stances, de ses élégies, de ses romans. Dans les rues, on chantait ses mazarinades où, rebelle enragé, il traînait dans la boue le cardinal Premier ministre. Bougre bougrant, bougre bougré et bougre au suprême degré, bougre sodomisant l'État et bougre du plus haut carat, investissant le monde en poupe, c'est-à-dire le baisant en croupe, bougre à chèvre, bougre à garçon, bougre de toutes les façons. Tout était du même goût, qui n'est pas du meilleur, mais elle lui valait l'estime des harengères, des chiffonniers, des va-nu-pieds et des princes révoltés. En entrant chez ce héros du jour, je ne sais ce qui m'effraya le plus. Le héros lui-même, qui, paralysé du haut jusqu'en bas, n'avait plus de libre que le mouvement des yeux et de la langue, et dont la tête grisonnante et les épaules bossues émergeaient d'une boîte qu'on portait d'un lieu à l'autre, où l'assemblée trop nombreuse qui l'entourait et s'esclaffait au moindre de ses traits d'esprit. À peine cette moitié d'homme m'eut-elle posé une question sur l'Amérique que j'éclatai en sanglots sous les rires. Je rentrai au logis désespéré de ma sottise, de Paris et de la vie même. Madame de Neuillan, fâchée, me renvoya dans l'écurie. Scarron mesura tout l'odieux de cette aventure. Il m'écrivit. Je lui répondis. Il eut la bonté de trouver de l'esprit à mes lettres. Je revins le voir et ma personne finit auprès de lui ce que mes lettres avaient commencé. Il me surnomma sa belle indienne. Belle? Belle. Informé de ma pauvreté, il offrit tout à coup de me doter pour que j'entrasse en religion, ou de m'épouser lui-même. D'un père joueur, j'avais hérité la rapidité des décisions, le goût des paris. Je n'avais que 16 ans, mais je pariais sans hésiter sur M. Scarron. Ce nouveau choix fit basculer ma vie. J'avais escompté un mariage blanc. Il fut gris. Sans m'apprendre ce qu'il est d'usage qu'un époux enseigne à sa femme, M. Scarron m'apprit quelques tours que je me serais passé de connaître. On n'imagine pas dans les couvents jusqu'où les maris peuvent porter le commandement. Du beau geste qu'il avait fait en m'épousant, je dus dédommager le malade par mes soins et le galant par son obéissance. Quand il avait pris son plaisir avec moi comme il pouvait, je passais de longues heures à le veiller.
car les douleurs qu'il parvenait à cacher le jour sous les rires lui faisaient pousser de grands cris la nuit et lui ôtaient tout sommeil. Je ne sais de quel mal il souffrait, mais je suis bien assurée qu'il vécut tout son enfer sur cette terre. Cependant, le mariage avait porté sa gloire à son comble. Toute la ville en parlait comme de sa dernière comédie. On prenait des paris sur sa capacité à engendrer. On venait le visiter comme l'éléphant de la foire. Voyant tout le parti qu'il pourrait tirer de l'état conjugal, il se mit lui-même en scène sur le sujet. D'abord, il dauba gaiement dans ses vers sur le carême qu'il m'imposait. Puis il alla plus loin et osa représenter en public, en ma présence, une petite scène où son valet Mangin lui donnait la réplique. Un de ses amis amorçait le dialogue. « Il n'est point assez, monsieur, d'avoir fait plaisir à votre femme en l'épousant. Il faudrait au moins avoir d'elle un enfant. Croyez-vous être en état de le faire ? » Prétendez-vous me donner cette satisfaction? J'ai ici Mangin, mon valet de chambre, qui remplira cet office à point nommé. Mangin, ne feras-tu pas bien un enfant à ma femme? Oh oui, da, monsieur, faisait l'autre, s'il plaît à Dieu. Le public s'esclaffait. J'aurais voulu que la terre m'engloutît. J'avais 16 ans, je rougissais. Les rires redoublaient. Il n'est point de mode à Paris de vivre une situation fausse avec des sentiments vrais. Au voisinage de cet époux qui jouait les bouffons, je pris pour règle de sauver les apparences, en toutes circonstances. Nous vivions dans un petit corps d'hôtel situé rue Neuve-Saint-Louis. Scarron, avec sa discrétion coutumière, l'avait proclamé hôtel de l'impécuniosité. Il est vrai que le loyer n'était pas souvent payé, et dans notre auberge espagnole, il était de bon ton d'annoncer sa venue par un panier de poires ou un pâté. Cependant, tous les gentilshommes du palais voulaient souper chez nous. Monsieur Scarron s'était chargé de mon éducation, et on disait que la fillette que le burlesque avait épousée se révélait en grandissant aussi spirituelle que son époux, et qu'elle était plus agréable à regarder. Je recevais chaque jour 1 ou 2 sonnets bien tournés. De tous ceux qui m'applaudissaient, un seul retenait mon attention. César d'Albret, maréchal de France. Je l'entourais de prévenances sur les conseils de Scarron, qui savait que la protection du maréchal déciderait de la fortune de son salon. À force de chercher à lui plaire, il me plut. Il me célébrait sous les noms de Lyriane, d'Iris, de Stratonis. Je m'en crus aimée. La vie est une aventure terrible. Et une aventure qu'on court si seule qu'on est bien aise parfois de se croire accompagnée. La révélation soudaine de sa préférence pour une autre me désespéra. Je résolus de lui donner de la jalousie. Comme si l'on pouvait piquer de cet aiguillon-là quelqu'un qui ne vous aime pas. Je me donnais un air de galanterie, laissais mes petits marquis me dérober des baisers. Je comptais que ces apparences suffiraient à me ramener d'Albret. Leur effet fut inverse. Il sut parfaitement, et peut-être mieux que moi-même, ce que je ressentais pour lui. « Scarron est mon ami et un infirme, me dit-il un jour. Il vaut mieux, pour vous et pour moi,
que je ne paraisse plus dans cette maison. Sans doute ne l'aurais-je jamais revu si, à quelque temps de là, Ninon de l'Enclos n'était entré dans notre maisonnette de la rue Neuve-Saint-Louis et dans ma vie.